Un, deux, un, deux. Bonsoir. Eh bien, bienvenue ce soir en si grand nombre. Ça nous fait tellement plaisir que les gens répondent à notre invitation. Surtout, c'est notre premier rendez-vous de l'année 2025. Je vous souhaite une très bonne année pour commencer. Et sans plus tarder, d'abord, je me présente parce que beaucoup de gens ici ce soir qui sont nouveaux, peut-être qu'ils ne me connaissent pas. Aline Landry, je suis l'agente du patrimoine de la Ville de Caraquette. La Ville de Caraquette qui nous offre gracieusement ses rendez-vous d'histoire depuis plus de 10 ans maintenant. Nous sommes très fiers de la participation des gens, alors bienvenue encore une fois. Je ne m'attarderai pas, je pense qu'on n'a pas besoin non plus de présenter autant nos conférenciers. Je pense que tout le monde va connaître Clarence Le Breton, notre conférencier. Mais d'abord, je vais céder la parole au maire de Caraquette, M. Bernard Thériault, qui est également président de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada. Alors, M. Thériault. Merci beaucoup, Aline. Et je pense qu'on va recommencer tout ça, comme Aline l'a mentionné, pour nous dire, avec la foule qu'on a ici et qu'on tient depuis 10 ans, ces rendez-vous d'histoire. Et je pense qu'Aline Landry mérite une grosse main d'applaudissements pour être... Et là, comme elle dépasse les 80 ans, un jour... Il faudra penser à la remplacer, et ça nous inquiète, parce qu'on n'est pas sûr qu'il y ait quelqu'un qui saura prendre l'aventure demain. D'abord, merci. Effectivement, on avait prévu et souhaité ce soir une salle comble. Il y a 400 personnes ici ce soir, et c'est très intéressant. Et toute cette aventure a commencé l'année passée, disons 2 ans passés, comme on l'a mentionné tout à l'heure, je suis le représentant du Nouveau-Brunswick à la Commission des lieux et monuments historiques du Canada, dont j'assume la présidence depuis le mois de juin dernier. Et Clarence et moi-même et Aline, qui décidons là comment on va essayer de trouver des sujets, des thèmes, on s'est dit quelques années à l'avance, il va falloir qu'on célèbre ce 150e anniversaire de l'émeute de Caraquette, de l'affaire Louis Mailloux, de la loi sur les écoles, appelons-les comme on veut. Et on a, bien sûr, en ma qualité de représentant de la commission, j'ai incité Clarence à faire une application à la commission pour faire reconnaître les événements de Caraquette ou l'émeute comme un événement d'intérêt national. Et il a fait la demande, et tout ce que je peux vous dire, étant la demande est sur le coin du bureau du ministre, solidement et confortablement. Il y a des recommandations qui sont favorables, selon mes informations. Et on espère avec beaucoup d'anticipation qu'effectivement, l'émeute de Caraquette sera, on le souhaite bien, bientôt, là, incessamment, désignée. Ça veut dire quoi? Au Canada, il y a 2200 lieux, sites ou événements historiques qui sont désignés comme lieu, personnage, lieu ou événement d'intérêt historique. Dans la péninsule acadienne, on en a 3. On en a 4, en fait, avec le phare de Miscou, mais on en a un ici au sanctuaire Sainte-Anne-du-Bocage qui représente le retour des Acadiens. La plaque qui est là depuis 1956. Il y en a un autre pour un des établissements de Nicolas Denis à Petit-Chupagan, juste en face de l'île Miscou. Et il y en a un autre récemment qui avait été donné pour les hospitalières Saint-Joseph à Tracadie. Et si celle-là nous arrivait, qu'on souhaite ardemment, ce sera notre 4e. Mais de source sûre, on est très, très optimiste que ça va se passer. Deuxièmement,
On a aussi voulu, pendant cette année-là, penser à des activités, des règlements, etc., qui pourraient se faire pendant toute l'année. Ce soir, ce n'est pas un hasard, et Clarence va vous le dire, c'est que l'émeute comme telle, quand on parle d'émeute à Caraquet, c'est le rassemblement qu'il y a eu devant chez Bob Young, pour les plus âgés, devant chez Fred Young en face du quai, où les citoyens de Caraquet mécontents sont allés faire une petite manifestation devant Et ça a dégénéré, et dans les 15 jours qui ont suivi, ça a été la catastrophe qui a mené, bien sûr, à la mort de Lou Mayou. Donc, c'était le 15 janvier. Donc, c'est 150 ans aujourd'hui que le problème a vraiment commencé. Également, on s'est aperçu cette semaine, si vous avez écouté télévision, de voir qu'on a un peu d'ouvrage à faire avec nos jeunes par rapport à leur niveau de connaissance du dossier. Et rassurez-vous, c'est pour ça qu'on a fait notre série d'activités. On a déjà prévu avec la polyvalente une série d'activités dont on a commencé ce matin à organiser une marche. On va marcher avec des jeunes de la polyvalente sur les lieux des émeutes, les 400 endroits où tout ça s'est passé. On a également, depuis quelques années, établi des contacts avec un groupe d'anglophones qui ont fondé en 2010, tenez-vous bien, la Caraquet Protestant Church Heritage Organization. Ça, ce sont des descendants des familles anglophones de Caraquet, surtout des Young, reconnaissons-le, mais aussi plusieurs descendants des Souls, de Bocaraquet, de Soulville, qui, pendant plusieurs années, ont maintenu cette église-là en vie et debout, et ils continuent à le faire. Et l'an passé, le groupe qui a commencé des campagnes de financement et a identifié des sources de subventions, et l'Église a commencé une cure de beauté, et l'été prochain, elle sera remise à neuf. Elle a été remise sur une fondation solide. Elle sera tout revêtue de nouveaux bardeaux, et les plantes à l'intérieur seront arrangées. Et à partir de l'année prochaine, l'Église sera transférée, ou disons-le comme ça, ou prêtée à la communauté à des fins de participation, d'activités culturelles, d'expositions, de conférences, etc. Et tout ça, c'est à 150 ans. L'Église, elle aussi, a été créée par le même groupe. Et ces anglophones-là sont conscients qu'ils jouent le rôle des méchants dans notre histoire de Lou Mayou, mais ils sont aussi conscients qu'ils participent à l'histoire de Caraquet et voudront cet été, eux aussi, célébrer ça d'une façon ou d'une autre. Donc, tenez-vous bien branchés cette année, parce qu'on aura une série, on a parlé bien sûr des activités avec la polyvalente. Le théâtre populaire nous prépare quelque chose par rapport à de la dramaturgie, une pièce de théâtre qui, elle, on l'espère, sera axée davantage sur le procès, sur les conséquences de cette émeute-là dans notre ville. Imaginez qu'à l'hiver 1875, il y a 10 ou 12 citoyens de Caraquet qui sont emprisonnés et accusés de meurtre. Imaginez le choc que ça fait dans une petite communauté de 3000. Ils resteront là pour 8 à 10 mois. Et c'est cet esprit-là qu'on va vouloir, bien sûr, tenter de recréer là-dedans. On peut vous dire cette année aussi qu'il y a une autre activité, c'est le 50e anniversaire de carrière artistique de Calixte Duguay, et sans vouloir reprendre la comédie musicale, parce que c'est très complexe et très compliqué, mais on peut déjà vous annoncer qu'à l'été, il y a une célébration symphonique de l'œuvre de Louis Mayou.
c'est-à-dire qu'un corps musical avec une chorale et des musiciens symphoniques qui vont chanter toutes les pièces de Louis Mailloux dans un super spectacle au Carrefour de la Mer pendant le Festival acadien. On sera à vous donner d'autres détails. On a un colloque également qui se développe, etc. Mais avant de finir, parce que c'est pas moi qui est le conférencier, je vais juste vous lire ce matin un petit message que mon bon ami, quand je suis mal pris, je l'appelle, que mon bon ami, le célèbre météorologue René Gionnet, m'a envoyé ce matin en lisant le journal, parce qu'on parlait de Louis Mailloux, et il me dit ceci, c'est le titre de ce petit article, « Éphéméride climatologique de janvier 75 à Caraquet ». Donc, c'est la météo qui l'obsède, et puis il m'a trouvé la météo à Caraquet. On a toujours su qu'il faisait froid, puis c'était pas beau. Janvier 1875 fut un mois très neigeux et très froid. Il tombe un record de neige pendant ce mois, soit 152 cm, avec aucun dégel, donc pas une goutte de pluie pendant tout le mois de janvier. La moyenne du mois, qui sont les moyennes de jour et de nuit, est de moins 14,3 degrés, alors que la normale est de moins 9 degrés. Janvier 1994, il n'y a pas si longtemps, est le record des récentes années qui nous avait, elle, donné une moyenne de moins 14,1. Donc, c'est encore à battre, le record de janvier 1875. Une grosse partie de la neige est tombée du 7 au 10 janvier 1875. Alors, le 27 janvier, la journée de la mort de Louis Mailloux, on se retrouve avec beaucoup de neige au sol, certainement au-delà d'1 mètre, 3 pieds. Le mercredi 27 janvier est une journée ensoleillée, venteuse, avec de la haute poudrerie, comme on les connaît souvent à Caraquet, ce genre de température. Le jeudi 28 janvier est ensoleillé pour débuter la journée et ennuagement par la suite. Donc, voici donc les conditions. Il me rappelle en me disant ceci, pour la période 1875-2025, soit dans ces 150 ans, un seul janvier, celui de 1925, a été égal à celui de 1875 pour le froid. Le total de neige, 152 cm, tombé en janvier 1875, est encore le plus élevé jamais enregistré et n'a jamais été égalé jusqu'à ce jour. Voilà donc un petit goût de la météo pour les prochaines semaines. Merci beaucoup. Good. Bon, allô? Bon. OK. Bon, ben merci, Bernard. Alors, en tant que président de la commission, si tu ne peux pas passer ça, you're done. Alors, merci. J'aimerais évidemment vous remercier d'être ici ce soir en si grand nombre. Ah, j'ai déjà une info, oui. Hein, ça marche? Oui. Alors, j'aimerais évidemment, comme je le dis, je vous remercie parce que c'est très encourageant lorsqu'on fait des conférences, puis les gens viennent. Comme vous le savez, l'événement de ce soir, ou tout ce qui entoure la question des écoles du Nouveau-Brunswick et de la loi de 1871, le clergé a été évidemment très impliqué. Alors, j'aimerais souligner la présence du vicaire général du diocèse de Bathurst, notre diocèse, le père Régent Landry, qui est parmi nous ce soir. Alors, commençons par le commencement. On revient à la... OK. La photo que vous voyez là, c'est une photo qui a été prise par le Northern Light en 1927. Okay? On avait réuni, évidemment, des anciens de Caraquet, dont 5 avaient participé dans l'émeute.
Et celui ici, Joseph Chiasson, est accusé de meurtre de John Gifford, ainsi que 4 autres. Alors, c'est très important, on peut aller à la suivante, c'est très important, comme Bernard l'a dit, de comprendre qu'en 1875, 9 personnes sont accusées de meurtre. Alors, c'est quoi l'histoire? L'histoire débute en 1869, 2 ans avant la loi, où on fait une évaluation du système scolaire au Nouveau-Brunswick. Système scolaire qu'on peut appeler le système des écoles de paroisse. C'est-à-dire que chaque paroisse était responsable de bâtir une école, d'engager un enseignant et évidemment de voir à ce que les enfants vont à l'école. Tout dépendant du curé, dans la plupart des cas, des finances, si vous voulez, de la paroisse, c'était très inégal. Alors, on s'aperçoit, évidemment, lorsqu'on fait l'évaluation de ça, l'inspecteur arrive à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, dans une école. La maîtresse est sur la brosse avec son chum. Et les enfants font que ce qu'ils veulent. À Chatham, au Nouveau-Brunswick, au bout de Nappen, la maîtresse dit aux enfants, devant l'inspecteur, « Comment s'appelle notre province? » Le petit gars se lève, « Ireland, l'Irlande. » Bref, c'était évidemment très... Alors, le gouvernement a dit, une question d'uniformiser ça. Nous allons introduire une loi, qui est la loi des écoles non confessionnelles, avec un système de taxation où toutes les écoles seront sur le même niveau. Alors, vous avez une photo ici de la législature au Nouveau-Brunswick, dans lequel bâtiment la loi a été passée en 1871, elle a été votée le 5 avril et évidemment promulguée le 17. Cette législature-là a brûlé, en 1880, et maintenant nous avons celle que nous avons. Alors, la loi. La loi est votée, c'est-à-dire qu'elle est promulguée le 17 mai 1871, qu'on va intituler le Common School Act, les écoles non confessionnelles, et ça va créer, évidemment, un climat de confrontation entre protestants et catholiques du Nouveau-Brunswick. Parce qu'il faut comprendre qu'à l'époque, l'école et l'Église sont l'instrument de l'un et de l'autre. C'est le clergé, la plupart du temps, qui s'assurait, évidemment, qu'on ait une école, et l'école, c'est elle, évidemment, qui fournissait, si vous voulez, tous les attributs d'apprentissage. Lorsque moi, j'allais à l'école, et la plupart d'entre vous, notre première communion, on apprenait ça à l'école, les prières, etc., premier vendredi du mois, bref. Lors du vote, 25 vont voter en faveur, évidemment. Et pourquoi on vote en faveur sur les protestants? Parce que les protestants n'ont pas cette tradition de la religion dans les écoles. Ils ont ce qu'on appelle le Sunday School, c'est-à-dire qu'après le service le dimanche, les plus vieux vont apprendre aux plus jeunes leur religion. 10 votent contre et 6 abstentions. Cette loi est aussi connue sous la loi King, du nom du premier ministre, qui est là, évidemment, et qui était aussi le solliciteur général du Canada, de la province, excusez-moi. Suivant. Les enfants dénaturés de la famille acadienne. Lorsqu'on apprend que 2 Acadiens ont voté en faveur de cette loi, le Moniteur acadien, qui est le seul journal francophone à l'époque, le Moniteur acadien ne se gêne pas pour de les décrire par ces mots. Oui, il est pénible et douloureux pour nous-mêmes, en même temps que funeste, de voir Giroir et Thériault, un du comté de Kent, l'autre du Madawaska, ces 2 enfants dénaturés et ingrats de notre famille acadienne, enregistrer leur nom sur un document qui attaque
notre sainte religion au cœur et qui ouvre la porte à l'immoralité, à l'iniquité, comme ces hommes sont lâches. Alors, dès le départ, on va avoir une grande confrontation. Les grands opposants à la loi. Vous avez évidemment P.A. Landry de Dorchester et Théotime Blanchard, député de Caraquet. Théotime Blanchard va même être menacé de mort durant ces années-là et P.A. Landry va perdre ses élections en 1874. C'est surtout l'article 20 qui choque le plus les Acadiens et les Irlandais catholiques. Aucun symbole ou emblème de quelque société ou nation politique ou organisation religieuse ne pourra être exhibé, utilisé en classe, que ce soit les aménagements généraux ou dans les exercices sur la personne d'un instituteur ou d'un élève. On est fixé, hein? C'est là que ça s'en va. Suivant. Le chef de file des Irlandais catholiques. Ça, c'est intéressant. Parce que le député de Gloucester, aujourd'hui c'est Acadie Bathurst, venait de Saint-Jean. Il restait à Saint-Jean, mais était notre député. OK? Il s'appelle Timothy Warren Anglin. Il est le propriétaire du Morning Freeman de Saint-Jean. Alors, vous avez deux journaux au Nouveau-Brunswick, le Moniteur acadien et le Morning Freeman, qui vont mener une bataille, OK? Une bataille décidée par des écrits, évidemment, continuellement pendant 5 ans. Député fédéral du comté de Gloucester, il est aussi le propriétaire du Freeman de Saint-Jean, qui mène évidemment une bataille, et lui, parce qu'il était au Parlement fédéral, évidemment, c'est là qu'il mène le combat. En vigueur, le 1er janvier 1872. Après de houleux débats à l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, c'est aux communes à Ottawa où se transporte le débat sur la loi scolaire du Nouveau-Brunswick. On demande au gouvernement fédéral de désavouer cette loi-là. Le 20 mai, Costigan, du comté de Kent, soumet en Chambre une motion proposant une requête au gouverneur général du Canada pour qu'il désavoue la loi. Et le gouvernement, la Chambre des communes va voter en faveur de cette loi-là. Mais ça n'ira pas plus loin. Jean Costigan, qui venait du Madawaska, et Auguste Renault, j'avais inversé, du comté de Kent. Un appui de taille. Vous avez ici Honoré Mercier et Hector Langevin. Honoré Mercier qui va devenir, comme vous le savez, le premier ministre du Québec. Grand chum du curé Labelle, c'est lui qui va nommer le curé Labelle sous-ministre à la colonisation. Le curé Labelle, comme vous le savez, il a vécu, c'était un homme très important pour le développement du Nord. Aujourd'hui, dans le nord de Montréal, on fait du ski, mais à l'époque, il voulait coloniser. Dans un long discours, lors des débats, Honoré Mercier, qui deviendra premier ministre du Québec, termine en disant « Je me sens blessé ce soir, Monsieur le Président, dans mes sentiments religieux et humilié dans mes susceptibilités nationales. J'ai honte pour la province de Québec du triste spectacle que l'honorable ministre des Travaux publics, qui était Hector Langevin, a donné à l'honorable ministre, n'a pas eu le courage de résister aux résolutions de son collègue, le premier ministre, qui était John A. Macdonald, et pour un sourire de son chef, il a vendu les 100 000 catholiques qu'il invitait en 1865 à rentrer dans le giron de la Confédération. Le discours a duré 1h30, c'est un fleuve, mais c'est très important et nous allons faire, on continue, un petit retour en arrière. Lors des conférences, cette photo-là a été prise à Charlottetown, c'est la conférence de Charlottetown, la première, et celle de Québec en 1864, parce qu'on veut créer le pays qu'on est dedans à l'heure actuelle, le Canada. Les anglo-protestants du Québec s'étaient assurés que la future Constitution du Canada, l'acte de l'Amérique du Nord britannique, protégerait la minorité anglo-protestante de la province de Québec, évidemment. Garantie non donnée aux minorités francophones hors Québec.
Alors, lorsqu'on vote cette loi-là au Nouveau-Brunswick, les francophones sont convaincus qu'ils ont les mêmes droits, qu'ils ont les mêmes droits que la minorité anglo-protestante du Québec. Alors, on continue. On ne l'a pas. OK? Parce que, dans la Constitution canadienne de l'époque, qui a été rapatriée, comme vous le savez, par M. Trudeau père, l'article 93 spécifie que l'éducation est de juridiction provinciale. Alors, le fédéral n'a rien à foutre avec ça. OK? Et à chaque fois qu'on fait un débat en chambre à Ottawa, McDonald et par après McKenzie va dégarder. Allez-vous-en chez vous puis réglez vos problèmes. Ce n'est pas un problème canadien, c'est un problème provincial. Dans son rapport en 1873, c'est-à-dire 1 an après l'adoption de la loi, le surintendant Rand, que vous voyez là, constate un recul de 58 % de la fréquentation des écoles sous la nouvelle loi. Des 37 écoles dans le comté de Gloucester qui nous concernent, avant la loi, il n'en reste que 13. Et le nombre d'élèves est passé de 1433 à 479. Ça va mal. Okay? Par ailleurs, dans cette même année de 1873, grande réunion en décembre à l'église de Caraquette, où l'on adopte une résolution à l'effet qu'on cesse de payer la taxe scolaire. Et là, vous verrez tout à l'heure ce que ça veut dire. La taxe scolaire, si tu ne payes pas tes taxes, c'est une désobéissance civile et tu ne peux pas occuper aucun poste public. En l'occurrence, school trustee, c'est-à-dire commission scolaire. Et on va essayer toutes sortes de propositions, des écoles séparées. À Tracadie, les religieuses Saint-Joseph, qui venaient d'arriver d'ailleurs, il n'y a pas tellement une couple d'années avant, veulent ouvrir une école. Ils veulent respecter la loi, mais c'est une communauté religieuse. Ils sont un peu, comme vous le savez, embarrassés dans cette situation-là. On continue. La répression. En cette grande réunion dans l'église de Caraquette, avec le père Pelletier, Joseph Pelletier. Et il dit, une fois la messe terminée, après que les femmes et les enfants sont sortis, c'était vraiment les hommes à l'époque. Alors, les autorités provinciales seront prêtes au clergé, qui identifient comme étant les chefs de file de la résistance à la loi. C'est vrai. C'est ainsi qu'à partir de 1873, et surtout en 1974, on saisit leurs biens. À titre d'exemple, en pleine rue à Saint-Jean, 2 heures de l'après-midi, l'évêque, Monseigneur Sweeney, se voit saisir son attelage, y compris son carrosse, que les catholiques de la ville lui avaient offert lors d'un retour du Vatican. 2000 piastres. Après ça, on vend ça à l'encan. Non, un instant, je n'ai pas fini. Le père Chapman de Saint-Jean, on saisit sa bibliothèque. Et la semaine d'après, on la met à l'encan devant une foule en colère et la vente à l'encan rapporte 7 piastres et 25. Mais le pire, c'est le père Doucette. Monseigneur Doucette, qui était à Grand-Anse par après. Jeune prêtre. On saisit le poêle dans la cuisine du presbytère. C'était une vraie répression. Et évidemment, on va aussi avoir des prêtres jetés en prison. Donc, ici, le père Michaud. Et là, vous avez, évidemment, on verra tout à l'heure. Suivant. C'est alors qu'on procède à l'emprisonnement des prêtres que le conflit atteint des proportions inimaginables. Et là, dans le Moniteur acadien, nous avons évidemment des articles.
nous aurons, comme vous le savez, à la fin de cette soirée, nous aurons une lecture de la lettre de Joseph François-Xavier Michaud, OK? Alors qu'il est en prison. Et il fait parvenir une lettre au Moniteur acadien dont on aura tout à l'heure la lecture. On continue. Alors, comme vous le savez, c'est à Caraquette, hein, avec le père Joseph Pelletier, et ça, c'est la plus vieille image de l'église de Caraquette. Vous voyez? C'est avec son clocher, qu'on appelle la double lanterne. Okay? Ça, c'est la base. Ça, c'est le clocher. Ça, c'est la flèche. Nous autres, le clocher, c'est tout le rôle entier. Mais non, il y a des... OK? Clocher à double lanterne. Alors, le père Pelletier, hein, et évidemment, cette désobéissance nous prive. C'est ainsi qu'en 1874, hein, n'ayant pas droit au poste, le conseil scolaire, ce qu'on va appeler à l'époque les School Trustees, sont composés de James Blackall, Philip Reeve et John Sewell. Et là, il faut que vous me compreniez qu'il y a tous les liens familiaux, tant chez les francophones que chez les anglophones. Okay? John Sewell, il ressemble à Joe Sewell de Poquebouche, marié avec la fille à Blackall. Comprenez-vous? Il va être coroner pour l'affaire de Louis Mailloux, ce qui va dire la balle a été perdue. Alors, lors de la réunion, lorsque ces school trustees-là, hein, le 14 janvier, ils appellent une réunion, et là, ça tourne à la bardasse. Okay? On va, et Blackall qui présidait ça, on déchire les papiers, bref, ils ne peuvent rien décider. Le monde est en colère. Et, on continue, le 12, le 15, comme Bernard le disait tout à l'heure, le 15, au matin du 15, un groupe d'hommes se rend chez Blackall, voici la maison, okay, pour avoir les clés de l'école, et il le force à démissionner. Là, pareil, ça va mal. On quitte le poêle, le feu pogne dans le plancher, on court dehors chercher la neige pour éteindre ça. Cette marche où on se rend chez Reeve, OK, Philip Reeve, qui était, hein, qui l'année d'après, en 1876, va marier la maîtresse qu'ils avaient engagée, Catherine Dwyer. Et ça, c'est intéressant, c'est une Irlandaise catholique de Rexton. Et les filles sont élevées en français, sont élevées catholiques, dans ces mariages mixtes-là. Et les garçons sont élevés dans la religion protestante. Mais ils ont tous été baptisés, les garçons aussi. OK? Et sur le baptistère du plus vieux, qui était Harry Reeve, que certains de vous ont connu, sur le baptistère, il est baptisé lorsqu'il s'en va au collège Saint-Joseph, le 15, il est baptisé par le curé. Le curé de Saint-Joseph. Et en bas du baptistère, c'est marqué « baptisé sous condition ». Parce qu'il avait été baptisé dans la religion protestante à Bathurst. Alors, il est sous condition. Et on fait tous les commerces. Et on finit chez Robert Young. OK? Où est du gars équipement aujourd'hui? Ce qui était l'ancien Dixili, là, c'était là qu'était le magasin Young. OK? Et les autorités provinciales, hein, suite à cette marche, vont l'identifier comme étant un riot, un émeute. Il n'y a jamais eu d'émeute à Caraquette. On protestait une loi, mais un émeute, c'est pas ça. Mais c'est comme ça qu'on va l'identifier. Okay? Suivant. Alors, devant le groupe d'hommes qui a grossi durant la journée, qui est maintenant devant chez Robert Young, absent, faisait partie du conseil législatif. C'était un peu comme le Sénat provincial à l'époque. OK? Il était à Fredericton en ce moment. Son épouse, c'était une Hubbard de Tignish, à l'île du Prince-Édouard, lui fait parvenir un télégramme, parce qu'on a le télégramme, hein? On a le télégraphe à Caraquette à l'époque. Le télégraphe est chez Robin.
OK? Il fait parvenir un télégramme, l'enjoignant à revenir le plus tôt possible, car leur vie est en danger compte tenu de la présence de ces hommes qu'elle y a enragés. Elle dit même, hein, ils vont tous nous tuer. Alors, c'est la panique, là, chez les anglophones. Suivant. Alors, sur le chemin de retour, Young a en sa possession 24 mandats d'arrestation contre les soi-disant émeutiers. Mais dans les faits, il n'a un mandat contre Parisé. Okay? Mais le mandat d'arrestation va monter à 24. Ils vont ajouter des noms, tout simplement. Alors, voici les noms. Gustave Lantaigne, Éloi Lantaigne, Joseph Duguay, Sinaï Paulin, Gédéon Albert, Prudent Albert, Louis Parisé, Gervais Chiasson, Fabien Le Boutillier, Joseph Le Boutillier, Phileas Mayou, Luc Albert, Bernard Albert. Les Albert, c'est pas des petits gars, là. Il y en a beaucoup, hein? Jean-Louis Chiasson, Joseph Chiasson, Jean-Louis Paulin, Moïse Parisé. Ça, c'était lui qu'on recherchait. OK? Gervais Lantaigne, Stanislas Albert, Xavier Chenard, Pierre Frigo, André Albert, puis Aliapi Albert. Alors, on continue. Cette petite armée, OK? Parce que Young, lorsqu'il arrive à Newcastle, fait appel à la milice. On va s'entendre que ce n'était pas trop une milice organisée, c'est plutôt des volontaires, hein, qui ont décidé, on va aller des denteries, là, et passe par après à Bathurst, où il va remettre, OK? Où il va remettre les mandats, mais on pense que c'en était un qui a grossi. Et le 26 au matin, arrive à Caraquet cette petite armée. Okay? Mais je veux dire, ils sont armés, okay? Pour arrêter ces 24 personnes qui sont inscrites sur un soi-disant mandat d'arrestation. Alors, dès le 26 au matin, on procède à des arrestations, puis il faut comprendre qu'ils sont rowdés un peu. Ça tire du fusil. Et là, ils sont descendus à l'hôtel Soul. Vous savez ce que le bureau touristique à Caraquet, pas le bureau, oui, le centre d'information touristique, puis vous avez là où on peut brancher nos chars électriques, là, mais c'était dans ce coin-là. Il y a un bar là-dedans. Ça boit aussi. Okay? Et le 27, il nous en manque, entre autres Parisé. Et là, il y a un dénommé Phileas Thériault, qui est un mouchard peut-être. Dis-moi chez ce qu'ils sont. Ils sont chez André Albert. OK? Pourquoi sont-ils chez André Albert? Parce que c'est en face de là. Alors, la meilleure manière de voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui trafique, c'est ça. Alors, on va se rendre chez André Albert. On continue. OK? Dans l'après-midi du 27, les miliciens apprennent que chez André Albert que se trouvent ceux qui le cherchent, accompagnés de Blackall, parce que Blackall parle le français. OK? André Albert est marié à Angèle Parisé, tante de Joseph Chiasson. Et c'est là que c'est intéressant. OK? Lorsque les miliciens rentrent chez André Albert, parce qu'il y a eu tous les témoignages des procès, hein, il y en a à lire pour des années. Un des miliciens, dans son témoignage, va dire « Lorsque nous sommes rentrés, il y a ce monsieur André Albert accompagné de 2 femmes. » OK? Angèle Parisé, qui est la femme André Albert, et Clotilde Chiasson, née Parisé. C'est sa sœur. OK. Et là, André va dire, il n'y a personne ici, mais un des miliciens va dire ceci. Il avait sur le poêle une bouilloire, ce qu'on appelle un coq-mort. Si vous êtes né en 1950, vous savez qu'est-ce qu'un poêle à bois dans une cuisine, il y a toujours un coq-mort qui bouille sur le poêle. Hein? C'est de l'humidité. Et là, lui, il va dire, on a été obligé de ramasser le coq-mort, le jeter l'eau parce qu'il voulait nous ébouillanter. Bon.
Et là, on entend du bruit. Peux-tu reculer d'une slide? Aline, où es-tu? Recule. OK. Tout ce monde-là, surtout les 9, mais Sinaï Paulin, qui est le seul qui n'a pas de parenté avec les 9 qui ont été accusés de meurtre, est dans le grenier, lui. Parce que quand ils sont revenus, quand les miliciens arrivent chez André Albert, OK, tu peux y aller, ils attendent, hein? Ils entendent du bruit. Et c'est Sinaï qui a fait du bruit. Parce que dans le recensement de 1871, Sinaï, OK, 23 ans, insane, il n'était pas bien. OK? Puis lui, il s'est énervé. Un peu, vous savez, quand René Cormier a joué Titeuil, là, mais c'était le Titeuil, c'était vrai, ça. OK? OK? Alors, ils sont dans le grenier, et vous entendrez un compte-rendu de ce qui s'est passé tout à l'heure. Et là, évidemment, vous avez des gens qui montent au grenier. OK, ils sont 3, Henry Burbridge, George Logie et un Soule. Et là, il y a des coups de feu. Le 4e qui a monté, c'est Gifford. Il reçoit un coup de 12 en pleine face. Hein. Mort sur le coup. Et Louis Mayou, qui a 19 ans, est tiré par un revolver, un 22, revolver 22 Smith & Wesson. La balle lui a rentré ici, elle a sorti là. Et il n'est pas mort tout de suite. Parce que Louis Mayou, dont sa grand-mère était une Albert, OK, était orphelin. C'est-à-dire que son père s'était noyé en 1857, alors qu'il avait 2 ans, lors de la grande tempête qui a fait énormément de victimes chez les pêcheurs au mois de juin 1857. Alors, on prend Gifford, on le met sur un petit traîneau et on l'emporte où il demeurait. Il demeurait chez Dominique Chenard. Dominique Chenard, vous savez ce que la chocolaterie en face de l'hôtel Paulin? C'est là, il y avait un magasin là, puis il demeurait là. Puis il était un peu comme un petit employé là. Alors, vous avez Black Hall, évidemment. On continue. L'un des miliciens, et ça, c'est une loque, hein? L'un des miliciens est Robert Logie. Et là, écoutez ceci. Robert Logie de la Miramichi fut par après intégré à la milice du Nouveau-Brunswick et participe en tant que membre de la force conciliaire du Nord-Ouest, les ancêtres de la RCMP, de la Gendarmerie royale du Canada, pour mettre fin à la rébellion des métis de Louis Riel en 1885. C'est-tu croyable, toi? Hein? Et pour ses services, il obtient un titre de terre à Winnipeg. Et écoutez ceci, là c'est le gâteau. Là. Ce soir, nous allons avoir la lecture d'un article de journal suite aux événements, en anglais, par Kevin Mann, qui est ici. Alors, Robert Logie, Kevin Mann, direct descendant de Robert Logie. Ça fait, vous pouvez la lire, mais juste pour 10 demi-heures, OK? Okay. Mais c'est pas incroyable. Et il me disait que il y a quelques années, quelqu'un frappe à la porte d'un de ses membres de sa famille à Chatham, au Newcastle, à Miramichi, puis là, il dit, vous avez un terrain à Winnipeg, voudriez-vous le vendre, OK? C'est incroyable. Vous parlerez de ça, il va vous raconter ça. Alors, des 24 prisonniers amenés à Bathurst, dès le 28 janvier, 9 seront accusés de meurtre de John Gifford. Les autres, OK, sont libérés. Alors, c'est Joseph Chiasson. Hein? Alors, Joseph Chiasson, comme vous le savez, Bernard Albert, Luc Albert, Agapi Albert, Stanislas Albert, Prudent Albert, Joseph Duguay, sa mère est une Albert, Sinaï Paulin qui n'est pas fin, et Moïse Parisé, parenté des Albert. Tout ce monde-là est parent.
OK? Puis ça, on vient juste comme de découvrir ça. Suivant, vous allez voir. Sinaï Paulin demeurait où est chez Paul Lantaigne. Joseph Duguay, juste à côté du bâtiment Édard Robichaud, ici le ministère des Pêches. Joseph Chiasson, vous savez ce que Eucharis Chiasson était à côté du cinéma, là? Là. Et tous les autres, les Parisiens et les Alberts, c'est tous là. Tous des voisins et tous des parents. Alors, c'est assez intéressant et on ne sait pas la réponse. Pourquoi que c'est seulement ce groupe-là qui a été accusé du meurtre de Gifford? Premièrement, d'accuser 9 pour un meurtre, il faut le faire. Hein? Et dans le cas de Mayou, évidemment, non. Alors, ça va être évidemment encore à... Mais c'est très intéressant. Et vous voyez ici, hein, l'hôtel Sou, qui était juste en face de la maison André Albert. Et tout de suite, je dois vous dire, là, la maison à Jérôme Albert, à côté du monument, là, c'est pas cette maison-là. OK? La maison était où elle était à l'arrière du Variété, là, de chez Godefroy Landry, et elle a été évidemment détruite. Il y a peut-être des morceaux de planche ou quelque chose qui a été pour l'autre maison, mais la maison que vous voyez là, qui appartient à Éric Thériault, ce n'est pas une maison qui date de 1875. OK? Bon, on continue. Alors, vous voyez, Pierre Albert et Geneviève Denis. OK? OK, Louis Mayou. Son grand-père, Louis, était marié avec Anne Albert. Et là, vous avez tout. Osite et Osite Mayou. OK? Isaac Albert, André Albert. Marie-Angèle Pariser. Et là, vous avez... Ce sont tous des parents. Est-ce qu'ils ont été accusés parce qu'ils étaient dans la maison André Albert? Ça se peut. Mais toujours est-il que c'est assez intéressant de voir que les Parisés et les Albert et les Chiasson sont parents. On continue. Or, si le coroner à Bathurst, parce que le Mayou, pas Mayou, mais Gifford, on le prend, on le transporte à Bathurst, il est mort, et c'est un coroner de Bathurst qui va évidemment qui va émettre un rapport. Mais dans le cas de Louis Mayou, c'est Joe Soule. Hein? Vous savez qu'il est mort à 104 ans à Pont-de-Mouche. Vient habiter Pont-de-Mouche autour de 1825. Il est celui qui mène l'enquête du coroner suite à la mort de Louis Mayou, où il conclut que c'est une balle perdue qui a atteint Mayou. Aucune accusation ne sera portée à quiconque pour cette mort. C'est intéressant. C'est l'oncle à Robert Young. OK? Tout ceci, c'est tout imbriqué un dans l'autre. Parce que Robert Young, sa mère était une Ferguson, puis lui avait marié une Ferguson. OK? On continue. Pendant qu'ils sont en prison, ils ont été en prison 9 mois et demi, OK? Moïse Parisé va faire ce qu'on appelle du prison art, et j'ai trouvé ça. Regardez, M. Moïse Parisé, Taraquette avec 2 T. OK? Parce qu'à l'époque, hein, lorsqu'on shippait, par exemple, des huîtres à Québec, c'était la caraquette. Beaucoup de documents, c'est 2 T. Prisonnier, prison, 28 janvier 1875. Et la Goélette. Les voiles ont été mis par après, là, c'est des voiles un peu plus modernes, mais ça, il l'a fait en prison. Et c'est Michel Parisé, hein, qui appartient à ça, le dernier fils, le frère à David Parisé, c'est le dernier qui vit à Gatineau. Il m'a fait parvenir ça, Loza, puis David m'a fait parvenir ça quelques semaines passées. Et on va essayer de l'avoir au musée cet été comme exposition. OK? Bien, c'est beau. Et là, évidemment, ils sont en prison. Et ils sont accusés de meurtre.
Et là, dans Caraquette, c'est la panique totale. Ces gens-là ne sont pas riches. Beaucoup d'eux autres sont pauvres. Joseph Chiasson, qui est le premier accusé pour meurtre, a 25 ans. Père d'une petite fille de 2 ans et d'une petite fille d'1 an. OK? Et, évidemment, 3 mois auparavant, on a pendu à Bathurst Olivier Gallien pour le meurtre des Xavier Poulain sur l'île de Caraquette. On pend à Bathurst. Alors, c'est la panique totale. Et par ailleurs, on vient de sortir d'une épidémie de picote qui a fait énormément de morts à Caraquette. Vous allez dans le cimetière juste à côté, vous allez voir que c'était terrible. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On est pauvre, on n'est pas tellement éduqués, puis il faut les défendre. Alors, pour plusieurs leaders, Adolphe Chapelot, Adolphe Chapelot, vous voyez en haut ici, est tout désigné pour défendre nos malheureux Acadiens emprisonnés à Bathurst et accusés de meurtre. Chapelot est celui qui a défendu avec succès en 1870 Ambroise Lépine. Parce que, en 1869, lorsque les Métis se révoltent à la Rivière-Rouge, ils vont capturer Thomas Scott, puis ils vont l'exécuter. Et Chapelot va aller et il va défendre Lépine et il va être gagnant. Lépine ne sera pas accusé finalement, sera libéré, qui était le bras droit de choses. Mais pour plusieurs, non. Tu peux faire venir l'avocat que tu veux du Québec. Si tu emportes un Québécois ici, c'est fini. Là, la chicane va vraiment lever. On avait peur que là, ça envenimait, si vous voulez, le débat. On continue. Alors, le choix va, évidemment, s'arrêter sur un avocat de Saint-Jean, un Irlandais, John Sparrow David Thompson, à qui on fait appel de Saint-Jean. Il sera assisté au procès par Francis McNamus de Bathurst et de P.A. Landry d'Orchester, qui a perdu son élection en 1874, mais c'est un avocat, mais il est surtout retenu pour la traduction, c'est-à-dire l'interprétation, parce que c'est tous des Anglais, et là, il faut évidemment que les témoignages, qui sont comme Robert Young va interpréter certains témoignages en anglais des Français. Bref, c'est pour s'assurer que tout va bien. Alors, c'est dans une atmosphère très tendue que se déroule ce procès, avec une campagne dans les journaux anglophones qui a toute l'air d'une vengeance. Alors, on continue. Le journal le plus violent, c'est le St. John Daily News, OK? Dans le St. John Daily News, la veille du procès, on peut lire l'article suivant. C'est des extraits, évidemment. Il est à espérer que toutes les brutes de Gloucester ayant eu à voir avec le meurtre atroce et les tentatives de meurtre rapportées dans ce comté, turbulents, seront trouvés et comparaîtront devant la justice pour recevoir leur châtiment. Sans aucun doute, les scélérats responsables de ces horreurs, apparemment sans qu'il y ait eu provocation, doivent avoir été sous l'influence de la boisson. Mais qu'il y ait eu consommation d'alcool ou non, il est à espérer qu'ils soient jugés pour leurs méfaits meurtriers. Et ça, là, écoutez, ça fait 3 ans que ça ronne, ça, là, ces histoires-là, dans les journaux. Et là, il y a eu 2 jurys, le grand jury, puis après ça, le petit jury. Mais regardez les noms du grand jury. Robert Good, Richard Smith, Angus MacLean, John Baldwin, Richard Hinton, Jas Thompson, Michael Kent, Onisiphore Turgeon, le seul qui est là, Charles Carter, Albert Carter, Samuel Gammon. Gammon, son frère était un des miliciens qui a venu arrêter, imaginez-vous. Richard Dawson, Frederick Cole, bref, des Anglais. On va les prendre, c'est sûr et certain. Et c'est devant le juge Allen de Fredericton que se déroule ce procès. Ce dernier, à la fin des délibérations, le procès ils ont arrêté le 28 et le procès commence le 2 septembre. Ils ont passé tout l'hiver, le printemps puis l'été en prison.
Et le juge Allen va s'apercevoir que ça n'a plus de bon sens, ceci. Là. Alors, il va envoyer son procès en appel. Ce n'est pas les avocats, c'est lui-même qui envoie son procès en appel. Et là, écoutez ceci. Qui va attendre l'appel du procès Allen? Allen lui-même. Ça va mal. Là. Alors, on va en revenir, parce que là, évidemment, ça rage un peu dans les législatures, tant à Ottawa qu'ici. On va en arriver à un modus vivendi, c'est-à-dire que où le nombre le justifiera, les catholiques pourront continuer à avoir des enseignants religieux, bref, comme c'était auparavant. Laissez-moi vous raconter ceci. Je suis président du conseil scolaire en 1800, merde Dieu. Je sais que j'ai de l'air vieux, mais pas vieux demain. En 1990, on commence à avoir des appels. Hey, le Breton, là, mon petit gars, là, nous autres, on est témoins de Jéhovah, puis il est sorti de la classe pour le catéchisme, puis là, à un moment donné, c'était les évangélistes du 7e jour. Ça fait, là, c'est ce qu'on fait, là. J'ai été voir le père Zoël Saunier. J'ai dit, Zoël, j'ai dit, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il a dit, il respecte la loi. Tac, juste de même. Puis aujourd'hui, comme vous le savez, hein, on a remplacé ça par des cours de civisme, de culture, etc. Et les catéchètes font ça à l'Église. On continue, on arrive fini. Le révérend père Michaud. Alors, évidemment, l'oppression est à son comble. Jeté en prison alors qu'il est à Saint-Jean, le père Michaud fait parvenir au moniteur acadien une lettre dénonçant son emprisonnement et cette loi injuste à l'égard des catholiques. Il est plus tard curé à Bouctouche et c'est lui qui va bâtir, évidemment, le couvent qu'on appelle le presbytère de Bouctouche, qui était, évidemment, très important. On continue. Alors, la lettre que nous allons avoir tout de suite. Alors, ça me fait plaisir de vous présenter le père Joseph Xavier Michaud, interprété par un membre du Théâtre populaire d'Acadie, M. Mario Mercier. Alors, La majorité protestante de cette ville écrit actuellement une page noire dans l'histoire de cette province, dont leurs enfants auraient honte si la civilisation peut jamais pénétrer nos rivages. Pour la deuxième fois, j'ai été, par l'autorité civile, dans l'une de nos rues fréquentées, traîné en prison comme un criminel. Autrefois, le prêtre était tenu en vénération à cause de ses zélés sacrifices pour la culture de la bonne morale chez le peuple, allant ainsi dans le développement de la prospérité du pays. Il eut un temps où le prêtre était exempté de toute taxe à cause de la pauvreté, qui lui qui dépense tend à étendre la connaissance de l'Évangile et à nourrir le pauvre. Mais dans cette province, c'est tout le contraire qui arrive. Mon crime aujourd'hui n'est rien de moins que mon refus de payer les lourdes taxes qui me sont imposées pour le support d'écoles athées fréquentées non seulement par les enfants des auteurs de la loi, mais leurs amis. 2000 enfants catholiques fréquentent nos écoles catholiques, construites et maintenues entièrement par leurs parents. C'est une honte pour la majorité protestante de forcer les pauvres catholiques à payer de fortes sommes d'argent sous les lois les plus sévères pour le support des écoles protestantes. Je proteste de toutes mes forces contre la tyrannie exercée contre moi et mes concitoyens catholiques. Je proteste contre la loi des écoles qui a été passée au milieu des cris de « No Popery ».
par des législateurs voleurs contre la propriété catholique et la liberté conscience des catholiques. J'en appelle aux protestants de cette ville et de cette province de mettre un terme à cette persécution qui est une honte, une disgrâce et une injustice. J'en appelle aux membres de notre gouvernement et de notre Parlement de donner justice à la paisible minorité catholique et de la laisser jouir de la liberté de conscience. J'en appelle à tous les protestants de puissance de supporter nos réclamations si raisonnables et si justes. L'usage de nos propres deniers pour l'éducation de nos enfants et de faire redresser sous les griefs sous le coup desquels nous tient une majorité aveugle, écartée par les bigots qui la représentent. Willis, King, Wedderburn, Hyder et compagnie ont remporté une grande victoire aujourd'hui. Ils ont soulevé les préjugés des masses de la dernière élection. Et maintenant qu'un prêtre a été mis sous les vénaux, ils doivent en jouir. Mais je sais que tous les gens honnêtes, justes et libéraux, déplorent avec les catholiques la malheureuse affaire de mon emprisonnement. La prochaine. Alors, vous voyez la teneur des articles comme ça, des lettres. Bref, le Moniteur acadien, on publie depuis 1871. Celle-là date de 1874. Au lendemain de la tragédie chez André, pas le lendemain, mais quelques jours par après, soit le 2 février, c'est les funérailles de Louis Mailloux à Caraquet, à 9 h du matin. Et le père Pelletier dira, les funérailles se sont déroulées dans une grande tristesse et une grande gêne, parce qu'on n'avait jamais cru, pour un moment, que ça finirait en mort d'homme. Et je tiens à vous annoncer ce soir, et je tiens à remercier le curé, le père Jean-Pierre, de nous avoir permis d'inviter, comme célébrant à la messe du 2 février, dans 3 semaines, l'ancien curé de Caraquet, le père Serge Comeau, qui a bien voulu venir dire la messe avec une homélie de circonstance. Alors, c'est un rendez-vous. Je sais qu'il y en a beaucoup de vous autres qui viennent pas à la messe pour sauver la quête, là, mais ça serait intéressant que vous viendrez au moins pour celle-là. Alors, le 3, et John Gifford a été enterré, n'est-ce pas, les funérailles de John Gifford, c'était un héros national, OK? Les funérailles ont eu lieu à Newcastle le 2 février, et le 3 février, l'éditeur du Union Advocate, OK, qui est James John Henslow, à Newcastle, OK, publie évidemment un texte que le descendant de George Logie, Kevin Mann, va nous lire. Monsieur Henslow. C'est en anglais, on veut respecter l'époque, mais vous allez voir que la teneur du discours n'est pas ce du père Michaud. Up to last week, our readers pretty well posted concerning the uprising of a number of the French population. Since our last issue, occurrences have happened, calculated to create the most profound regret on the part of all lovers of peace and harmony, and the most sincere sympathy for a bereaved mother and a stricken family
who mourn the loss of a promising boy just in his prime. In response to calls for aid from the neighboring county, a number of special constables left Chatham and Newcastle on Monday morning about 1:00 a.m. And after a very severe journey, arrived at Caracat on Wednesday morning. Several arrests were made during the morning by some of the constables in conjunction with a party from Bathurst. About 3:00 in the afternoon, Deputy Sheriff Cable, accompanied by 15 or 16 men, proceeded to the house of Andrew Albert to arrest a number of Frenchmen for whom warrants were out and who were supposed to be in the house. The party then made preparations to search the building. As there was no ladder or stairs to reach the loft, the party attempted to do so by standing first on a barrel, which was directly underneath a trap hole in the west end of the building. The presence of the rioters was speedily manifested, for as the party attempted to gain the loft, a spinning wheel, rocks, and sticks were hurled at them. The first to reach the loft were H. Burbridge, Richard Sewell, and George Logie, who narrowly escaped being shot as a discharge from firearms in the hands of the rioters greeted their entrance. John Gifford was next, and just as his head and shoulders appeared above the trap, a gun was discharged at him loaded with large shot, which struck him in the head, causing instant death. The poor fellow's body was laid out on the floor, and vigorous efforts were then made to arrest the rioters, shots being given and returned by both parties. Finally, one of the rioters was mortally wounded from a shot in the forehead. The firing ceased, and the whole party, with exception of Agapit Albert, who was seriously wounded and made his escape, were arrested. The prisoners offered the greatest resistance to the officers even after they were arrested, and nothing but indomitable pluck and unwavering courage on the part of the constables prevented a defeat, which would, in all likelihood, have been attended with the most disastrous results. Preparation had evidently been made to entrap the officers, and that violence was to be used was evident from the rioters, who were armed with guns and double-barrel guns. The last sad rites in connection with the young martyr, Gifford, took place Wednesday afternoon. The funeral was attended by a vast concourse of people of all creeds from different parts of the county, numbering perhaps between 700 and 800. In the house, the solemn services were conducted by the Reverend James Anderson, St. James Presbyterian Church, Newcastle,
and the Reverend William Wilson, St. Andrew's Presbyterian Church, Chatham. At the grave, an affecting prayer was offered up by the Reverend S. Russell. The Reverend James Crisp was also present. All the places of business were closed in token respect of the deceased. The memory of John Gifford will, we believe, be substantially remembered. We believe that a very great number of the people of this county will freely contribute towards the erection of a suitable monument upon which shall be inscribed the melancholy circumstances of his lamentable death. Are we right in this matter? Let the people answer. The affair throughout is lamentable in the extreme, and we must say in all candor that we were surprised at the apathy manifested on the part of those whose word the riot could have been stayed. We do not want to say anything uncharitable, but we must say that we think Father Pelletier should not have deferred his efforts to quell the rebellious proceedings until the news reached him that an armed force was marching to the spot. And we say further that such violent opposition to the laws of our country is the most unjustifiable and should be frowned upon by every honest man and well-wisher of his country. We want peace, but not at the sacrifice of those guaranteed to us by unfettered constitution. Merci, nos deux conférenciers avec ces textes. Maintenant, on continue, on arrive fini. Alors, c'est le monument à Caraquet qui est hommage aux patriotes. Et ici, c'est le monument de John Gifford, OK? Age 22, who was shot at Caraquet, Gloucester County, on the 27th of January, 1875. Il y a une erreur, c'est pas 66. While doing his duty as a special constable, OK? Alors, on continue. Des lectures suggérées. Alors, évidemment, la révolte acadienne, dont la première édition avait été assez pénible pour moi, merci. Mais ça a été corrigé. Vous savez, il y a eu 3 autres éditions par après. Mais je n'ai pas fait une maudite scène parce que le premier m'avait coûté un peu cher. L'enseignement du français au Canada, OK, de Lionel Groulx. Hein? Et Lionel Groulx a cette phrase terrible, hein? Lorsqu'on se promenait, évidemment, d'une législature à l'autre, hein? Il dit ceci: calvaire jumeau, où se sont usés les genoux de tant d'opprimés. Et Acadiensis, OK, c'est la revue dans laquelle le George Stanley, qui était lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick et historien aussi, a écrit un article qui s'appelle The Caraquet Riot. J'aimerais, avant de terminer, on va faire des remerciements. Hein? Allez. Or, Aline, évidemment, Patrimoine Caraquet, Nicolas Landry, professeur retraité, qui nous aide beaucoup, Philippe Basse, historien du village, je remercie le village pour avoir aussi fourni des costumes, Fidèle Thériault, à qui je ne peux pas dire assez de bien, Mario Mercier et Kevin Mann. Mais, lorsque j'étais enfant, j'avais 10-12 ans, à côté de chez nous, pas loin de chez nous, demeurait Jean-Louis Chesson, le père à Joseph Chesson, et aujourd'hui Alphonse. Alphonse Chesson qui est où? Hein? Oui, Alphonse Perture, les deux. Ouais. OK? Alors, Jean-Louis venait chez nous
Jean-Louis, c'était un homme qui était très fort, puis il avait été dans les chantiers, puis il racontait à mon père comment ils avaient toutes sortes de tours de force à l'époque. Il parlait de Victor de la Mort, puis il parlait de Joe Cyr. Bon, une soirée, mon père demande à Jean-Louis, il dit, parle-moi donc de l'émeute de Caraquette. Il dit, on ne parle pas de ça et on n'a jamais parlé de ça. OK? C'est un peu comme les militaires après la guerre, ils ne parlent pas de ça. Hein? Et on a eu un grand silence là-dessus. Et c'est Adélard-Savoie, en 1948 ou 1949, alors qu'il est étudiant au Collège Saint-Joseph, qui va écrire un travail sur l'émeute de Caraquette. Et à partir de là, évidemment, on a qu'est-ce qu'on a aujourd'hui. Je vais terminer avec une chose, un instant. Je suis comme un magicien, moi. Faut toujours chercher. Et là, écoutez, 8h15, ça va prendre 5 minutes. Mais je vous explique. En 1851, le 2 décembre 1851, il y a eu le coup d'État de Napoléon III, qui va devenir Napoléon III, mettant fin à la Deuxième République en France. Alors en France, évidemment, lorsque la Deuxième République va tomber, bien, on a des opposants à Napoléon III. Et celui qui est le plus opposant à Napoléon III, c'est Victor Hugo. Et Victor Hugo, comme vous le savez, suite à la prise du pouvoir de Napoléon, va s'exiler. Pendant 20 ans, presque 20 ans. Il va commencer à aller en Belgique, mais il va surtout être sur l'île de Guernsey, des îles de la Manche, Jersey, Guernsey. Et c'est là qu'il va écrire un livre, pour moi, c'est la plus grande œuvre de Victor Hugo, qui s'appelle Les Châtiments. Okay? Et quand je parle de Louis Mailloux, ça me ramène à ce texte de Victor Hugo, et c'est pas tellement long, et je vais essayer de le lire d'une façon intéressante. Okay? Ça s'appelle « La nuit du 4 ». L'enfant avait reçu 2 balles dans la tête. Puis écoutez les rimes. Ce n'est pas des assonances puis des rimes pauvres, c'est des rimes riches. L'enfant avait reçu 2 balles dans la tête. Le logis était propre, humble, paisible et honnête. On voyait un rameau béni sur un portrait. Une vieille grand-mère était là qui pleurait. Nous le déshabillions en silence. Sa bouche pâle s'ouvrait. La mort noyait son œil farouche. Ses bras pendants semblaient demandant des appuis. Il avait dans sa poche une toupie en buis. On pouvait mettre un doigt dans les trous de ses plaies. Avez-vous vu saigner la mûre dans les haies? Hein? C'est beau, hein? Son crâne était ouvert comme un bois qui se fend. L'aïeul regarda déshabiller l'enfant, disant, comme il est blanc, approchez donc la lampe. Dieu, ses pauvres cheveux sont collés sur sa tempe. Et quand ce fut fini, le prit sur ses genoux. La nuit était lugubre, qui on entendait des coups de fusil dans la rue où l'on tuait d'autres. Et les nôtres ont dit, il faut l'ensevelir. L'on prit un drap blanc dans l'armoire en noyer. L'aïeul, cependant, l'approchait du foyer, comme pour réchauffer ses membres déjà raides. On dit roides, OK? Hélas, que la mort touche de ses mains froides. Ne se réchauffe plus au foyer des si-bas. Elle se pencha la tête et lui tira ses bas. Et dans ses vieilles mains, prit les pieds du cadavre. Est-ce que ce n'est pas une chose qui navre? Cria-t-elle. Monsieur, il n'avait que 8 ans. Alors, c'est un peu ça. Hein? On me demande souvent, est-ce que Louis Mailloux est un héros? Non, mais il est devenu un symbole. Il était là. Il avait 19 ans. Comme ce petit gars-là, qui a 8 ans, qui se fait tuer sur une... Il est là. Et il devient, évidemment, un symbole. Sur ça, mesdames et messieurs,
8h20, on a bien fait ça. Merci d'être venu. Et encore une fois, la messe le 2 février à 10h avec le père Serge Comeau, dont le père Jean-Pierre nous a permis. Et un petit 5 piastres à la quête, ça aiderait. Parce que je suis président du comité paroissial. Ça tire dernièrement. Merci. Deux petites choses qu'on veut rajouter pour tout finir. D'abord, remercier Clarence, remercier Mario, Kevin, etc. Et pour vous dire deux choses, dans le contexte de ces célébrations, la Ville a une bonne nouvelle, je pense à vous annoncer, c'est que nous allons, en collaboration avec Fidel Thériault, rééditer son célèbre volume « Les familles de Caraquet », qui est tellement recherché pour la généalogie, qui est la Bible à partir de laquelle on fait ces généalogies. Mais 2025 va nous apporter une réédition de ce livre-là pour les amateurs de généalogie. Et une autre observation qui a été faite et que je vais vous annoncer aussi, c'est que si John Gifford a un monument dans le cimetière à Newcastle, Louis Mailloux n'a jamais eu de pierre de tombe, ou du moins qu'on a pu identifier. S'il y en a eu une, c'était en bois. Et c'est un autre événement auquel, une autre activité ou effort qu'on va faire cette année, c'est d'aménager dans le cimetière où il est enterré, juste ici, une pierre de tombe qui reflètera là, le rôle qu'il a joué dans tout ça. Et on est également... Si on avait pensé vite à ça, on aurait mis des troncs en sortant pour financer ça, mais on vous retrouvera un jour là-dedans. Et un autre événement qu'on va penser, c'est la même chose, c'est que le monument de l'émeute de Caraquet, celui qui est sur la rue des vétérans, n'est pas nécessairement le plus solennel et le plus beau des monuments. Et là aussi, on envisage, dans le courant de l'année qui va se terminer, de lancer un concours auprès d'artistes pour nous suggérer un monument à la hauteur de cet événement-là. Et ça aussi, vous en entendrez parler au cours des prochains mois et des prochaines années. Puis en terminant, c'est un message aussi qu'on lance à tous les membres de la famille Mailloux, parce qu'on veut organiser déjà des réunions qui se font, un rassemblement de la famille Mailloux. Il y en a beaucoup des Mailloux, un peu plus qu'on le pense, dans toute la région de Caraquet. Ça fait que si vous êtes Mailloux, vous avez de la parenté avec les Mailloux, on va vous solliciter pendant l'année qui s'en vient. Encore une fois, merci beaucoup d'être venu, et c'est de voir ça qui nous dit, c'est pas un hasard, il y a de quoi Caraquet est dans la région qui fait de la fierté. On était fiers de qui l'on était 150 ans passés, puis on l'est toujours, puis je vous remercie beaucoup pour ça. Alors, on vous avait promis un aperçu de la programmation des activités qui vont avoir lieu. On en a parlé un peu, M. le maire les a mentionnés, mais pour faire court, le 2 février, M. Le Breton l'a mentionné, la messe en commémoration des funérailles de Louis Mailloux. Ensuite, il y aura le cocktail du 50e du TPA, avec extrait de la pièce, sous la direction de Alain Roy. Le colloque scientifique, les droits linguistiques des francophones de Nouveau-Brunswick, sous la direction de Nicolas Landry. Louis Mailloux 2.0, une production artistique mettant en vedette les talents de la polyvalente Louis Mailloux, parce qu'on veut impliquer beaucoup les étudiants de la polyvalente. Louis Mailloux en version concert symphonique, on en a parlé tantôt, sous la direction de Calix Duguay, Jules Boudreau. Et l'ouverture de l'exposition du Musée acadien au musée et à l'Église protestante. Ça, ce sont des activités qui sont passablement coulées dans le béton, comme on dirait.
Mais il y a d'autres activités qui sont en développement et à confirmer. Par exemple, la Semaine du patrimoine, du 2 au 9 février prochain. Il y aura diverses activités à la Polyvalente, dont un circuit guidé qui va être présenté par M. le maire avec les étudiants de la Polyvalente. Et possiblement que ce circuit pourrait être offert aux touristes ou à la population en général, peut-être dans le courant de l'été. Il y aura également dans cette Semaine du patrimoine des conférences, rallyes, tout avec la participation des étudiants de la Polyvalente Louis Mailloux. Il y a la démarche qui est entreprise, on en a parlé aussi, pour la désignation de l'événement à la Commission des lieux et monuments historiques du Canada. La conception d'un nouveau monument Louis Mailloux localisé sur un site qui reste à déterminer. On n'a pas encore nommé le site, mais ça s'en vient. Ça va être en plus de celui, parce qu'on nous dit qu'il y a déjà un monument sur la rue des Patriotes, quoique celui-là est désigné comme le monument des Patriotes, et non pas nécessairement le monument Louis Mailloux. Il y aura la rencontre, on l'a mentionné, la famille des Mailloux, conception et installation de la pierre tombale au cimetière Thomas Cook, la pierre tombale de Louis Mailloux, la réouverture de l'Église protestante qui est présentement en restauration, où il y aura exposition, conférences, rencontres des familles anglophones. Et je termine en les remerciements aux membres du comité organisateur des activités du 150e, Clarence Le Breton, évidemment, Bernard Thériault, Philippe Basque, Alain Roy, Yvon Cormier, Nicolas Landry, Marielle Pitre et moi-même. Je termine en vous disant que nos prochains rendez-vous d'histoire se poursuivront également durant cette prochaine année et vous seront communiqués par les moyens habituels. Et j'invite ceux qui ne sont pas sur nos listes à laisser vos noms, vos adresses courriels à la feuille à l'entrée pour qu'on puisse mieux communiquer avec vous. Sur ce, je vous invite à aller dans le foyer pour prendre un thé et café, mais je ne suis pas certaine qu'il y en aura pour tout le monde parce qu'il y a pas mal plus de monde qu'on pensait. À ce point qu'il va manquer de biscuits. Avant de terminer, Bernard me fait rappeler, on va essayer de terminer l'année en décembre avec une activité entourant les procès, qui sont très importants. Les témoignages, ça sera peut-être une table ronde, une discussion, on ne sait pas la formule. Le prochain rendez-vous d'histoire que je dois faire, ça s'appelle l'ère des STEAM. Vous savez, à Caraquet, on a été un port qui a exporté énormément de bois. Tout a commencé en 1931, et tout s'est arrêté à la fin des années 60. C'était une époque extraordinaire, et vous allez apprendre beaucoup de choses. C'était toute une économie à l'époque. Mon grand-père était maître du Havre, puis à un moment donné, tu recevais un téléphone. Le STEAM s'en vient-tu? Parce que c'était 125 hommes qui allaient travailler au bateau pour charger le bateau dans les yards à bois et tout ça. C'est toute une époque. Alors, ça va être à la fin avril, quelque temps, des STEAM. Mais encore une fois, on tient à vous dire qu'on va essayer de faire une table ronde sur les procès en décembre ou fin novembre. Alors, bonsoir. Et si son grand-père était maître du Havre, j'ai acquis leur maison, il n'y a pas d'argent de caché dans les murs, je peux vous dire ça. Merci. Merci beaucoup.